Venons-en maintenant à l'approche par compétence, ou plutôt aux approches par compétence, parce que pour moi, il faudrait mettre l'expression au pluriel aujourd'hui, tant il y a différentes façons de comprendre l'approche par compétence selon les différents systèmes éducatifs. Et je voudrais évoquer en particulier ce que je qualifie d'approche par compétence inclusive. Qu'est-ce que c'est qu'une approche par compétence inclusive? C'est une approche par compétence qui met l'accent sur l'un ou l'autre élément du tableau, mais en ne rejetant pas les autres éléments du tableau. C'est-à-dire qui met certains accents, qui met certaines priorités. Et ces approches inclusives s'opposent à des approches exclusives. Il en existe quelques-unes qui deviennent de plus en plus minoritaires, mais il y a certaines manières de comprendre l'approche par compétence qui disent si on veut parler d'approche par compétence, il faut se situer en rupture très nette, par exemple, avec la pédagogie par objectif, ou il faut se situer en rupture de manière très nette avec le modèle transmissif. Personnellement, je pense que on est, comme je le disais tout à l'heure, dans un contexte dans lequel on est plus tolérant en matière de processus d'enseignement-apprentissage, et donc on accepte qu'il y ait une évolution progressive des méthodes d'enseignement-apprentissage, et même si le modèle transmissif est un modèle clairement qu'il faut progressivement remplacer aujourd'hui, ça n'empêche que, à certains moments, un enseignant peut recourir au modèle transmissif et ça peut être efficace dans le contexte des apprentissages. Alors, quelles sont ces approches par compétences qu'on peut qualifier d'inclusives? J'en vois quatre particulièrement. Il y a tout d'abord une approche que je qualifierais approche Nations Unies. L'approche Nations Unies met l'accent en particulier sur une catégorie de contenus qui sont les savoir-être et les life skills. Ce qui importe dans cette approche Nations Unies, c'est que l'élève puisse disposer d'un certain nombre de savoir-être, de comportements, de compétences de vie qui relèvent de la citoyenneté universelle. Maintenant, ce type d'approche ne rejette absolument pas, au contraire, les savoirs, les savoir-faire, ne rejette pas les compétences transversales, ne rejette aucun type de profil, ne rejette aucun type de processus d'enseignement-apprentissage. Elle met simplement un accent particulier sur une catégorie de contenus que sont les life skills. Quels sont les intérêts et les limites de cette approche par les life skills? Bien, un grand intérêt, évidemment, c'est un vecteur d'une citoyenneté universelle. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte de mondialisation, de globalisation, et il est vrai que nous devons tous apprendre à pouvoir vivre de manière universelle, et donc il est vrai que nous devons avoir ces éléments de culture et de citoyenneté universelle. Et d'autre part, cette approche, cette manière de concevoir l'approche par compétence a permis d'élargir le rôle de l'école. Et pour moi, c'est surtout ce type d'approche qui a permis d'introduire ou de donner en tout cas une place plus privilégiée au savoir-être à l'école. Maintenant, il y a des limites également à cette approche dont il faut être conscient. C'est qu'une première limite, c'est que cette approche risque d'affaiblir les apprentissages fondamentaux. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le temps dont dispose l'enseignant dans le temps scolaire n'est pas illimité. L'enseignant dispose d'un nombre de semaines illimité et dans chaque semaine d'un nombre d'heures qui est limité. Donc un nombre de semaines limité et un nombre d'heures limité. Et dès qu'on développe de nouveaux contenus, la plupart du temps, ça se fait au détriment d'une autre catégorie de contenu. Et il y a certaines dérives aujourd'hui qui consistent à consacrer beaucoup de temps aux life skills, dans certains contextes, pour un certain nombre de raisons, mais au détriment de certains apprentissages fondamentaux. Aux apprentissages de la langue
d'enseignement, aux apprentissages en mathématiques, etc. Et il est clair que ça, c'est une dérive qu'il faut pouvoir réguler. Une autre limite, c'est que en donnant ce code de citoyenneté universelle, ça risque de devenir un code de conduite normatif. C'est-à-dire qu'il y a le risque de, en développant cette citoyenneté universelle, de gommer ou d'affaiblir les spécificités régionales, les spécificités de chaque contexte. Et pour moi, ça constitue aussi une dérive, c'est d'arriver, si vous voulez, à uniformiser les comportements. Et or, on sait bien que la différence entre les cultures, entre les populations, est certainement une richesse qu'il faut absolument maintenir. Une deuxième approche par compétence est celle qu'on peut qualifier d'approche interdisciplinarité. C'est une approche qui va mettre avant tout l'accent sur les compétences transversales, qui va dire les compétences transversales sont incontournables à l'école aujourd'hui et il faut donc apprendre aux élèves à raisonner non pas de manière disciplinaire, mais à raisonner en termes interdisciplinaires, en termes de résolution de situations interdisciplinaires, puisque la grande majorité des situations que nous rencontrons dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, sont des situations interdisciplinaires. Et si aujourd'hui vous interrogez des enseignants dans des pays européens comme la Belgique, la France ou encore ici au Maroc, la grande majorité des enseignants ont comme représentation de la notion de compétence la compétence transversale. Alors, c'est une bonne chose, mais il y a également un certain nombre de dérives qui sont associées non pas à la notion même de compétence transversale, mais des dérives qui ont été associées à des curriculums qui ont mis les compétences transversales comme entrée principale d'un curriculum. Avant de développer les intérêts et les limites de l'approche interdisciplinarité, je voudrais préciser que tout comme la précédente, cette approche ne rejette absolument pas les apprentissages de savoir et de savoir-faire, de savoir-être non plus, peut s'inscrire à la fois dans un profil de type généraliste, dans un profil de type standard ou dans un profil de type famille de situation. A priori est ouverte aux différents types de pratiques d'enseignement-apprentissage. Et donc est également une approche inclusive, tout comme l'approche précédente. Quels sont les intérêts et les limites de ce type d'approche? Eh bien, un intérêt, évidemment, réside dans le caractère significatif des démarches qu'elle propose, puisque traiter à l'école de situations interdisciplinaires est vraiment quelque chose qui apparaît comme significatif ou même très significatif pour les élèves. Et donc là aussi, on a certainement eu des avancées avec ce type d'approche, des avancées importantes à l'école. Également l'ouverture sur d'autres perspectives que la perspective disciplinaire. Et donc actuellement, il faut savoir que ce carcan des disciplines est en train de se fissurer ou de s'assouplir. Et ça me semble être une tendance qui est une tendance, je dirais, caractéristique de l'ensemble des systèmes éducatifs aujourd'hui. Maintenant, il y a un certain nombre de limites aussi liées au fait que, pas tellement à la notion même de compétence transversale, qui, je le répète, est une notion incontournable aujourd'hui, mais au fait que les systèmes éducatifs ont basé des nouveaux curriculums sur cette notion de compétence transversale qui est devenue l'entrée principale. Et donc,
on s'est rendu compte après un certain nombre d'années, dans des pays comme la Belgique, comme le Québec, je pense que le Maroc, dans la première écriture des programmes en termes de compétences, a aussi adopté ce type d'approche. D'autres pays sur le continent africain, comme le Bénin ou d'autres encore, se sont engagés dans ce type de curriculum. Et on voit aujourd'hui qu'ils ont généré un certain nombre de l'insécurité auprès des enseignants parce qu'ils ont proposé peu de pistes concrètes pour les apprentissages. Et aujourd'hui encore, les enseignants disposent de très peu de pistes concrètes pour pouvoir développer ces compétences transversales. Autre limite, c'est l'absence de lien avec l'évaluation. Si vous prenez une compétence transversale comme rechercher de l'information, comme traiter de l'information, il est excessivement difficile de pouvoir évaluer cette compétence transversale au sein d'une épreuve d'évaluation. C'est très difficile et c'est un exercice qui est vain. Donc, à la fois c'est inutile et à la fois c'est très difficile. Et donc, il y a une alternative à trouver par rapport à cette évaluation de compétences transversales. Et alors, troisième limite, du fait que c'était une innovation difficile à implanter au sein d'un système éducatif parce qu'elle est exigeante en termes de formation, en termes de matériel, elle ne s'est adressée finalement qu'aux meilleurs enseignants, dans les meilleures écoles, et elle a donc acquis un caractère élitiste. Elle a contribué à renforcer le caractère élitiste. Ce n'était pas évidemment une intention de départ, mais c'était un peu une conséquence du fait que l'effort qui était demandé aux enseignants était un saut qualitatif un peu trop important.